Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de la deuxième saison du Bistrot d'Alain Losc. Une deuxième émission qui intervient après une longue trêve pour le Bistrot d'Alain Losc, plusieurs semaines sans notre rendez-vous hebdomadaire. Vous nous avez manqué, j'espère qu'on vous a manqué également, pour des raisons techniques, des problèmes de ressources informatiques qui nous ont obligés à repenser un peu le concept technique de l'émission. Mais nous sommes de retour pour ce rendez-vous hebdomadaire qui est diffusé maintenant sur la page Facebook du Allez le LOSC et qui sera rediffusé donc dans les conditions du différé, donc sur toujours la page Facebook de Allez le LOSC et également sur la page YouTube dont les informations seront communiquées dans les commentaires. Bien sûr, vous pouvez commenter toujours en direct l'actualité, poser vos questions aux invités et aux piliers du bistrot. Aujourd'hui, pas d'invité parce que c'est une version un peu zéro bis, entre guillemets. Nous testons notre nouvel environnement. Mais les bistrots, les piliers du bistrot sont bien présents. Vous les reconnaissez. Alors, vous voyez apparaître notre ami, alors Christophe D, alias Viox, qui est présent. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons également Julien qui est présent, qui sera présent pendant une toute petite période parce qu'il a un rendez-vous très important ce soir avec son tartare. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Et vous avez alors Arzi, donc, que vous connaissez sous le nom de Georges, donc notre Dunkerquois d'origine, notre Dunkerquois de situation, pardon, pas d'origine, parce qu'il est tourquenois d'origine. Il est tourquenois d'origine. Donc bonsoir Georges. Bonsoir à tous et toutes. Alors, ce soir, au sommaire, nous avons trois parties. Première partie, Ligue 1, Lille face aux misères de Lorient. Nous reviendrons sur le dernier match de championnat. En deuxième partie, nous reviendrons sur la Ligue des champions. Lille a tout essayé. Et enfin, nous terminerons avec le derby. Un derby pour confirmer. Nous essayerons de voir, de faire les perspectives finalement du rendez-vous de samedi au Stade Bollaert. Le premier rendez-vous au Stade Bollaert depuis des lustres d'ailleurs, mais bon, on espère que ça se passera très bien. Nous allons commencer par la première partie. Ligue 1, Lille face aux misères de Lorient. Une défaite 2-1 qui a attristé beaucoup de personnes. Alors, vous avez tous vu le match. On va commencer par Julien, peut-être comme ça. Si le Tartare arrive, tu auras pu nous donner ton avis sur ce match de championnat. Qu'as-tu pensé globalement du match? Comment tu as trouvé la prestation lilloise? Globalement, je résumerais ça en disant misère et désespoir. Qu'est-ce que ça a été dur de regarder ce match, qu'est-ce que ça a été pénible, qu'est-ce que c'est difficile de voir des joueurs qui ont été champions de France galérer autant contre une équipe qui est quand même pas exceptionnelle et surtout qui sont incapables de mettre de la densité, de mettre le pied sur le ballon face à l'adversaire, de se faire mal. Alors j'ai cherché des explications. Est-ce qu'ils essayaient de se protéger pour le match de Champions League? Le match de Champions League pourrait nous dire que oui, en effet, ils essayaient de se préserver, de ne pas se blesser. Mais le problème, c'est quand tu mets aucune intensité, quand il y a autant d'écart entre les lignes, parce que franchement, c'était incroyable, stratosphérique l'écart entre les défenseurs et les milieux de terrain. C'était pas un fossé, c'était incroyable. Ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Enfin, tu mets pas d'agressivité, il y a trop d'écart entre les lignes et tu sens même pas d'envie d'aller chercher ce match. Comment tu veux gagner un match? Donc c'est vrai que j'étais extrêmement triste, peiné d'abord de voir ces mecs qui sont tellement forts, être tellement en difficulté sur un match pareil. Et puis j'avais aucun espoir pour le match de Wolfsburg. Heureusement, je me suis trompé. Christophe, qu'as-tu pensé du match contre Lorient? Moi, j'ai pas vu tout le match. J'ai vu une bonne partie, mais pas tout. Non, mais moi, j'ai trouvé que les joueurs c'était pas du tout en confiance, mais pas du tout. Et on prend les buts qu'on prend, on prend vraiment des buts de district, quoi. C'est vraiment, c'est triste, quoi, les buts qu'on prend, quoi. On prend des buts. Le premier Font, il fait du air protection de balle en faisant protéger sa balle, mais sa balle est à 2 mètres. Donc forcément, l'attaquant peut passer à côté, prendre le ballon et aller passer à son copain. Et deuxième, il y a Diallo qui fait de la danse classique devant l'attaquant de Lorient. C'était d'une tristesse. Ça, c'était. Et par contre,
par rapport à ça, il y a quand même eu des moments où, à un partout, où on a deux grosses occasions. Botman peut marquer deux fois. Enfin, on est vraiment dans un truc où les gens, enfin, je sais pas, ils se cherchent encore et ils sont pas en confiance et il n'y a rien qui tourne bien, quoi. Donc, ouais, c'était très, très, très frustrant à regarder, quoi, en effet. Georges, tu l'analyses de la même façon. Comment on peut expliquer Mhm. finalement un match aussi raté qui fait suite finalement à un début de saison assez mitigé, avec deux défaites significatives contre Nice et contre Lorient et des prestations finalement au mieux en demi-teinte, hein. Alors, n'ayant pas vu la première défaite contre Nice, mais en ayant eu un aperçu assez évident de ce qui s'est passé, je reviendrai plutôt sur le match de Lorient. Alors d'abord, la première chose qui est quand même à remarquer, et on l'a vu, j'ai pris en référence les défaites de l'année dernière, puisque l'effectif était à peu près le même. Jamais, je veux dire, on a subi un tel déluge d'occasions, surtout. Euh, Grealish fait au moins 3, 4 arrêts, dont 2 miraculeux. Et surtout, oui, on a parlé de l'écart des lignes, une perméabilité justement, au niveau défensif qui était assez hallucinant. Enfin, outre les occasions, il y a énormément de situations où les Lorientais sont passés relativement facilement. Alors, Mofi est très bon, Lorientais aussi, mais je pense que ça explique pas tout. Et moi, j'ai une petite explication finalement au regard du match d'hier aussi. Avant de parler de faillite collective, je crois hier, j'ai observé, parce que ce qui m'interrogeait quand même beaucoup sur le match, c'est de me dire qu'au final, on a l'impression, pas l'impression, on perd la bataille du milieu, et pourtant, André fait un excellent match à Lorient, et Xheka est pas acheté. Donc, et en fait, c'est plus dans l'articulation des joueurs offensifs, je pense que le problème s'est posé. Et il n'y a qu'à voir, hier soir, j'étais au stade, je l'ai observé attentivement, le boulot que fait entre les lignes un garçon comme Jonathan David pour mieux comprendre ce qui a manqué sérieusement, quoi. Peut-être quelques faillites individuelles au niveau des joueurs qui devaient assurer ces replis. Et voilà, et puis pas mal de faillites individuelles comme celle-là. Et enfin voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Alors, avant de rentrer dans le détail sur les joueurs, la fameuse rubrique des tops et des flops, hein, moi je voulais revenir sur ce début de saison raté, et notamment ce match raté. Euh, à quoi on peut le justifier? Alors, est-ce que c'est lié au retour de trêve internationale? On a des joueurs, dont des joueurs emblématiques comme Jonathan David, qui sont rentrés très tardivement finalement de la trêve internationale. Est-ce que c'est un problème d'engagement, c'est-à-dire que les joueurs avaient auparavant la tête au mercato? Est-ce qu'ils décompressent par rapport au titre de champion et ils ont du mal à aller chercher? Parce qu'on parlait tout à l'heure, bah, le milieu n'est pas mauvais, malgré ça, on n'avait pas récupéré le ballon. En fait, ça décrit qu'individuellement, on est un peu moins bien, mais surtout collectivement, il n'y a pas de ce qu'on voyait l'année dernière. C'est-à-dire que quand il y avait un milieu qui était dépassé, il y avait un attaquant qui venait et un défenseur qui remontait, il y avait un soutien permanent finalement, il y avait une force collective qui existait et qu'on a un peu perdu. Est-ce que c'est lié cette faillite collective? Est-ce que c'est un problème qui est lié à l'entraîneur? Est-ce que c'est la faute de Gourvenec qui ne sait pas mettre sa patte? Est-ce qu'on peut déjà le juger? Est-ce que c'est la faute d'Olivier Létang, d'un mercato qui serait défaillant? Comment vous expliquez finalement ces difficultés lilloises qu'on a pu constater jusque dimanche soir? Christophe, on va commencer par toi. Vous remarquez que par rapport à l'année dernière, je n'ai pas perdu l'habitude de poser des très longues questions, hein. Ouais, non, mais la base, déjà, c'est on a un groupe qui est des champions, mais qui a été monté en très peu de temps. Donc, je trouve que déjà, le danger de ce groupe-là, c'est qu'il se disloque un peu parce qu'il a été monté en très peu de temps, avec des gens qui viennent un peu de partout. Et donc, la faillite, elle peut venir de là. C'est quand le groupe, il n'y a pas vraiment de connaissances, enfin, de liens, d'affinité, pas forcément d'affinité sur le long terme, ça peut être dangereux. Et moi, c'était un peu ma crainte. J'ai un peu moins de crainte depuis hier soir, j'avoue, mais le groupe, pour moi, il s'est bâti dans la lutte collective. Il s'est battu avec les armes qu'il avait et c'était vachement bien
plus, on aime bien ça, Lille, les gens qui se battent tout le match, qui s'entraident, comme tu disais. Et je pense qu'au début d'année, ils ont perdu beaucoup de repères. Alors, je pense que la perte du coach, elle a fait mal parce qu'en fait, les joueurs, ils pensaient peut-être pas que le coach allait se barrer juste après le titre, hein. Ça, je pense que je ne sais pas s'ils savaient ou bien pas, mais toujours est-il que je pense qu'on n'aura pas donné un coach non plus qui avait un nom ronflant. Donc, est-ce qu'ils se sont posé des questions? Est-ce qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce que je sais pas, je sais que les anciens, ils ont parlé dans le bon sens, aussi bien Yilmaz que Font, mais ils me parlent dans le bon sens, mais ils sont pas encore au niveau de l'année passée, quoi. Aussi bien Font que Yilmaz, hein. Et Font est encore très loin de son niveau de l'année passée. Il n'y a que hier qu'il a commencé à rejouer à son niveau. Donc, c'est un tout, je pense que c'est un tout. C'est une équipe pour qu'elle tienne. Il faut que les gens y croient tous à un même objectif. Et je pense qu'ils étaient, j'espère qu'on va pouvoir en parler au passé, ils étaient un peu dans le doute sur l'objectif, en se disant on va arriver personne, on nous laisse là avec un entraîneur qu'on ne connaît pas. Enfin, je pense qu'il y a quelques doutes qui sont arrivés là-dedans. Plus les coups de fil de Galtier, enfin voilà, tu vois, c'est compliqué. Donc voilà, voilà, je pense que c'est ça. C'est l'osmose de l'équipe qui est mis en danger à cause de ça, parce qu'en plus, c'est pas un groupe qui, comme je le disais, hein, ils n'ont pas fait la Gambardella ensemble. Georges, tu analyses ça comment, toi? C'est plutôt effectivement un problème de groupe, c'est plutôt un problème individuel, c'est plutôt un problème d'encadrement? Je pense qu'il y a ouais, ce que dit Christophe est assez juste. J'y ajouterais que peut-être que ce mercato qui s'étend sur le mois d'août, surtout dans un contexte comme celui qu'on connaissait, où finalement nombreux étaient les joueurs qui étaient susceptibles de s'en aller. euh, je pense que ça va pas dans le sens de stabiliser un groupe. Je pense aussi, peut-être, il y a un match qu'on a un peu occulté, oublié, parce qu'ils étaient sur leur petit nuage la saison dernière. Et je pense qu'ils y sont un peu restés à l'orée de la saison avec cette victoire sur le Trophée des Champions dont on a assez peu parlé. Alors certes, c'était l'équipe bis du Paris Saint-Germain, mais il fallait quand même la battre. Et, et j'ai un peu l'impression qu'ils sont restés plus longtemps que prévu. Il y a eu une redescente un peu violente, donc qui doit correspondre à ce match de Nice. Et depuis, il y avait clairement un doute. Moi, c'est vrai que les deux matchs que j'ai vus, même contre Montpellier, on sentait qu'il y avait une espèce de maîtrise dans le jeu, mais la fin de match a été hyper traquée. Les joueurs étaient, enfin, on a senti que pourtant, après avoir nettement dominé Montpellier, on n'était vraiment pas à l'abri d'une égalisation. Donc, je, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Le besoin de restabiliser un groupe. Peut-être qu'il y a eu l'éparpillement d'abord des esprits avec ce mercato en attente, l'éparpillement physique en effet avec la trêve internationale et le besoin de réunifier autour d'un entraîneur dont on ne sait pas encore trop s'il sera la solution, quoi. Julien est revenu, il a apparemment gagné la bataille contre son steak tartare. Donc, que penses-tu? On était en train d'évoquer le début de saison poussif. Quelles sont les causes pour toi de ce début de saison? Est-ce que c'est une démotivation, une perte de l'esprit collectif, un problème d'entraîneur, un problème de dirigeant et de mercato? Comment tu analyses ce début de saison poussif si on retient les matchs jusque ce week-end? Bon, d'abord, l'entraîneur, c'est difficile de s'en prendre à l'entraîneur quand le mec, il a pris le groupe, si je ne dis pas de bêtises, mi-juillet. Tu ne mets absolument pas dans les bonnes conditions. Un nouvel entraîneur, il doit arriver dans les derniers jours de mai pour faire toute la préparation avec le groupe, pour avoir son mot à dire aussi sur les arrivées, pouvoir dire au nana oui, non, le gardien oui, non, et le gars, il arrive à la dernière minute. Donc déjà, c'est difficile aujourd'hui, à mon sens, de lui reprocher des choses au bout de si peu de journées, et d'autant qu'on sait, on a parlé ensemble cette semaine, et la remarque était très juste. Je ne sais plus qui des deux l'avait donnée, mais qu'aujourd'hui, il y a une jurisprudence 13e journée. La 13e journée, c'est un tiers du championnat. Et c'est plutôt, je vois qui l'a fait, qui a fait cette remarque. Il s'est dénoncé tout seul. Il s'est dénoncé tout seul par son rire. Cette jurisprudence, elle est très juste. C'est que tu comptes plutôt, quand ça se passe très mal, tu fais le bilan à un tiers du championnat. Parce que comme il te reste 2 tiers, tu peux encore te sauver. On en est encore très très loin. Ça nous amène à un match qui est le Lille-Angers de début novembre. Donc on est loin sans être loin, mais je pense qu'avant ça, arrêtons de tacler Gourvenec, donnons-lui de la confiance, faisons-lui confiance. Il n'a pas fait que des trucs pourris, il a réussi des grandes choses avec Guingamp, avec un groupe de briques et de broc, et à l'époque, il a vraiment été un meneur d'hommes. Donc laissons-lui sa chance, je trouve ça dégueulasse
de ne pas laisser la chance juste à un homme, parce que c'est un homme, laissons-lui sa chance. C'est pas après 2 défaites que tu commences à crier au loup. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est pourquoi un joueur de football court après le ballon? Après quoi il court? Ces garçons, ce qu'on leur a vendu depuis quelques années qu'ils ont signé chez nous, c'est le tremplin. Le LOSC n'est qu'un tremplin. Le LOSC n'est pas un club où on s'inscrit dans la durée. Le LOSC, c'est un club pour partir signer un très gros contrat en Angleterre. En l'occurrence, au 31 août, quand le mercato s'est arrêté, hormis Mike Maignan et Soumaré qui ont signé des jolis contrats, tous les mecs sont restés dans le fossé. On peut citer Bamba, on peut citer Ikoné, et il y en a encore d'autres, Selic, autant de joueurs qui pensaient partir. Et évidemment, Sanchez, qui s'il ne s'était pas blessé, et là je pense qu'on peut en être certain, serait parti au mercato, ce qui nous aurait emmené à un mercato à 80 millions, ce fameux chiffre qu'on entendait depuis longtemps, le LOSC a besoin de 80 millions, etc. Et je pense qu'on serait arrivé à ce montant-là avec la vente de Sanchez. Les gars, au 31 août, c'est d'une violence absolue. Ils sont venus pour ça. Ils sont venus à Lille pour le tremplin. Ils ont adhéré à un entraîneur qui est aujourd'hui, à mon sens, le meilleur entraîneur français. Parce que regardez le début de saison que Galtier fait avec Nice. Regardez dans quelles conditions il a réussi à avoir le titre de champion. Ça a été extrêmement tendu avec les temps dès le premier jour parce qu'il était contre le communiqué de presse qui a été publié le 16 décembre. Et pourtant, il a tenu bon jusqu'au bout. Et on sait, on le sait, on a déjà parlé, qu'il tenait ce groupe en leur disant « Allez au bout, les mecs, ça va vous donner une exposition de dingue, vous pourrez aller voir ailleurs après. Mais vivons cette aventure ensemble, tous ensemble, jusqu'au bout, jusque fin mai, pour être champion. » Il se passe quoi fin mai après qu'il soit champion? 1, il se casse, et c'est un leader charismatique. 2, les mecs, les opportunités, ils les ont pas. C'est de la faute de personne, c'est le Covid, c'est la crise, personne n'y peut rien, mais c'est ce qui se passe concrètement. Donc moi, je ne suis pas complètement surpris qu'à ce moment-là, le ressort, il ne soit pas là. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que hier, sur un gros match, les mecs ont su se retrouver. Le seul doute, je pense, qui est plutôt légitime aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, parce que les 2 bons matchs qu'ils ont fait cette saison, les gars, c'est, et tu l'as dit, en Israël contre le PSG, le trophée des champions, et hier contre Wolfsburg, les mecs ne font des bons matchs que quand ce sont des matchs médiatisés au niveau international qui passent sur toutes les chaînes européennes. Et donc, on peut se poser la question légitime, est-ce qu'ils choisissent leur match? Si la réponse est oui, c'est moche. Et bien la réponse, et ce sera le sujet après, la réponse, elle sera samedi. S'ils battent Lens, s'ils se mettent à poil face à Lens, s'ils donnent tout, s'ils cassent des jambes, on aura retrouvé l'état d'esprit du grand LOSC de l'an dernier. C'est une des questions effectivement qu'on se posera dans la deuxième partie, comme l'explication finalement de la prestation contre Wolfsburg. C'est encore un peu prématuré pour l'instant. Je vous propose de rebondir maintenant qu'on a vraiment analysé le contexte finalement global du LOSC en ce début de saison, de revenir sur le match de Lorient et finalement de me donner vos tops et vos flops pour ce match-là, ainsi qu'éventuellement le joueur de Lorient qui vous a impressionné. Même si j'ai ma petite idée sur cette dernière partie de la question. Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Les tops, j'ai un peu de mal, mais les tops lillois, non, j'en ai pas vraiment. Ou les moins flops, si tu préfères. Hein. On est preneur des moins flops. Gourvenec, parce qu'il a quand même sorti Angel Gomez avant qu'il se prenne un carton rouge. Je dis bravo, ça, il fallait le faire. C'était tout juste. Hein, je pense que ça s'est joué à 2 secondes près. Sinon, il y avait le rouge. Mais non, vraiment, j'ai moins flop. Je dirais André Tcheka, que c'est quand même eux qui tiennent encore un peu la baraque à ce moment-là. Et en gros flop, je mettrais Fonte, qui fait vraiment un match dégueulasse. Mais dégueulasse. À la fin du match, il dit inadmissible. Ok, c'est inadmissible ce que tu as fait. T'es pas bon, quoi. Voilà. Tu dois le savoir, ce match, que t'es pas bon. Et voilà, et à Lorient, forcément, les 2 devant, hein, Lorient et Mofi, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Georges, tes tops ou moins flops et tes flops? Alors si, j'aurais quand même 2 tops pour Lille sur le match. D'abord Gribic qui a retardé l'échéance assez longtemps, qui fait quand même 2-3 arrêts assez miraculeux, qui est même sur le premier but, un premier exploit, mais lâché par sa défense. Puis Benjamin André qui est resté constant, qui était le seul à être vraiment, on va parler un petit peu de Xheka. Alors les flops, j'ai envie de dire le royal flop du côté droit entre Ikoné et Diallo, ça a été d'une perméabilité, c'était juste pas possible, quoi. Alors évidemment, Mofi et Lorienté font un très gros match, très grosse impression, mais putain, on leur a facilité la tâche, quoi. Donc
clairement Ikoné qui a à peu près tout raté, qui marchait, puis Diallo, je ne sais pas si c'est pas son poste, j'avais déjà trouvé pas terrible contre Montpellier. Puis un troisième flop, dans l'eau, il y en a eu quand même pas mal. On trouvait un troisième. Ouais, José Fonté, je pense que sur le premier but, c'est vraiment une erreur. Enfin, pas un mec aussi expérimenté, quoi, une erreur pareille. Julien, tu as quelque chose à rajouter? Non, même chose. Grébic, Cheka, André. Il faut savoir que Cheka et André, on n'est pas du tout dans le vent dominant quand on dit ça, parce qu'ils se sont fait tacler, ils se sont fait défoncer sur les réseaux sociaux, ils se sont fait défoncer sur RMC, où les gars, ils ne trouvaient pas au niveau. Je pense que le procès est dur, parce que moi, je les ai vus se battre, mettre le pied là où tous les autres enlevaient le pied au moment où l'adversaire arrivait. J'ai vu ça. En revanche, il y avait tellement d'écart entre les lignes que forcément, quand tu es demi récupérateur et que tu es seul au monde, tu te fais retourner. Mais dans l'attitude, ils étaient là où Ikoné dans l'attitude n'était pas là. Et là, ça mérite un flop parce qu'Ikoné, il a été scandaleux. Et hier, il nous a prouvé qu'il était capable d'autre chose. Encore une fois, dans l'attitude, tout n'est pas parfait. On va parler après à Wolfsburg. Mais Ikoné nous a montré qu'il était capable d'autre chose. Alors, je ne sais pas si le groupe choisit son match, mais Ikoné, là, il nous a montré que Lorient et Wolfsburg, ce n'était pas le même match pour lui. Ça, c'est une certitude. Et ça m'a vraiment, vraiment gonflé. Ouais, après, l'orienté Mofi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tellement fort. Les mecs sont vraiment hyper bons. Et puis c'est rigolo de s'appeler l'orienté quand tu joues à Lorient, quoi. C'est génial. Ouais. Bon, sur ce bon mot auquel on ne pouvait faire que relever, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Il y a eu une phrase qui dit souvent qu'on n'est jamais loin du Capitole Rochetarpène. Finalement, le contraire est également vrai. On est passé d'un match très poussif et très décevant, très inquiétant, à une prestation en Ligue des Champions très aboutie. Lille-Wolfsburg, donc deuxième partie de l'émission. Lille a tout essayé. Alors, sur le site LOSC, on a marqué, pourtant, ils avaient une fin de loup. Et malgré effectivement une prestation très, très aboutie, 17 tirs contre 2 pour Lille, 4 tirs cadrés contre 0, une possession de balle à 54%. On a 5 corners à 0, 2 cartons jaunes contre 4 pour Wolfsburg, une expulsion donc à une demi-heure de la fin, un match avec énormément d'occasions, pas beaucoup finalement de résultats parce que beaucoup de déchets, mais en tout cas un match qui était encourageant, un vrai match de Ligue des Champions avec deux groupes qui étaient costauds, qui se sont affrontés. Comment vous avez vécu ce match? Alors je vais commencer par Christophe, je sais à peu près comment il a vécu, il était juste à côté de moi. Alors Christophe, comment tu l'as vécu ce match de Ligue des Champions? D'abord, la première mi-temps a été satisfaisante parce qu'on dominait Wolfsburg dans le jeu, ce qui n'était quand même pas donné au début. Franchement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et on avait vraiment une envie pas possible. Et ils ne pouvaient pas avancer, on était toujours sur eux. Alors, on n'a pas eu d'occasion franche première mi-temps. On a 2 tirs, un tir topé de David et un tir de Gomez qui passe à un bon mètre, voire 2. Mais on voyait qu'on se dit, bon, j'espère que ça va tenir. Mais la deuxième mi-temps, elle a été flamboyante. Deuxième mi-temps, on a plein d'actions. On a un arbitre hollandais, donc forcément, on s'est fait entuber, c'est l'habitude. Donc, le premier but, il y a but, quoi, faites pas chier. Je vais aller voir le règlement de l'UEFA aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'annuler ce but. C'est vraiment un scandale complet. Donc voilà, après, on aurait dû marquer d'autres buts, c'est sûr. Yilmaz, sa tête, il doit peut-être la décroiser ou la croiser, mais pas la mettre sur le gardien. Font, il a le but grand ouvert, il met à côté. Il préfère faire un drop. Bon, peut-être qu'il vit sur le 15 de France maintenant, c'est peut-être possible. Mais... Donc il y avait quand même pas mal d'occasions. Et ça, c'est quand même fort dommage parce que en intensité en intensité, en agressivité, on y était, quoi. Un petit bémol sur les remplaçants. Yazici et Yadji qui ont quand même été bien, bien en dessous du reste, quoi. Georges, comment tu l'as vécu ce match? Toi, tu étais de l'autre côté, je crois. Tu étais en J'étais à tribune l'autre sud. bout, oui. Ouais, c'était à peu près la même chose, je pense qu'on voyait en face. Mais oui, ce que je disais, toi, moi, je voulais revenir vraiment. Enfin,
on va pas parler d'individualité, mais justement la densité du milieu où il y a comme ça un joueur qui est venu se placer dans les lignes. Enfin, vraiment, c'était impressionnant à voir le boulot de David. Donc, ça a changé énormément de choses. Il y a ce but, ouais, sur lequel enfin, c'est consternant, quoi, parce que même si dans le règlement, c'était le cas, je trouve que dans l'esprit, enfin, jusqu'où on va aller, quoi, pour finalement, voilà, c'est qu'à un moment, la VAR, ça devient un truc totalement omniscient et omnipotent dans, 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 dans des décisions qui ne s'imposent pas, quoi, un ballon qui est peut-être sorti, peut-être pas. D'ailleurs, je pense, enfin, j'ai revu tout à l'heure les images à la télé, il n'y en a pas une qui donne une vision réelle et concrète qui peut dire de manière formelle. Donc, peut-être qu'ils ont une image dans le quart. Auquel cas, je pense que le bénéfice du doute doit quand même aller dans le sens du jeu. Ou alors, ils ont interrogé le ballon, peut-être. Peut-être, c'est ça. Peut-être qu'ils ont une image mystérieuse. Ouais. Mais et quand bien même il y a eu cette image, je trouve que refuser un but comme ça, c'est complètement con. Et vraiment, c'est un coup de gueule contre la VAR parce que et chaque année, ça vient nous entamer. Je me souviens d'une anecdote, je fais cette petite parenthèse. C'était le match contre Valence à Lille l'année dernière où on avait des arrêts de jeu de folie. Il y a Iconé qui égalise, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il reste 2 minutes de jeu et on sait que ça va être un déluge. Et puis là, non, il faut vérifier que le but est valable. 6 minutes de VAR, ce qui fait que les 2 dernières minutes ont servi à rien. Et la VAR a tué ce qui aurait pu être un final incroyable, y compris peut-être un but de Valence. Donc la VAR, je me tâtais jusqu'ici pour savoir si ça valait le coup. Et finalement, tout bien pesé, remballez vos quarts et vos vidéos, quoi. Julien, tu as vécu le match à la télévision, je pense. Hein. Et ouais, à l'hôtel, et j'ai vraiment embêté mes voisins parce que j'ai hurlé à plusieurs reprises, vous imaginez bien. Comment tu l'as vécu avec les commentaires et les différents angles de vue? Avec les commentaires de Rudy Garcia, je l'ai bien vécu. Rudy Garcia était bon, on sent qu'il aime encore le LOSC et c'est toujours agréable. C'est comme quand Bonne-Mère commente les matchs du LOSC, c'est des matchs qui sont agréables parce que tu as quelqu'un qui aime le club et qui commente le match. Donc c'était agréable à la télé. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que ce qu'on s'est dit pendant des mois l'an dernier, c'est-à-dire, putain, cette équipe-là, en jouant comme ça, mais elle peut faire un truc en Champions League. Hein. Et puis le tirage tombe et on fait, il est faible ce groupe, on peut faire quelque chose. Et pourtant, là, depuis le début de saison, on se disait qu'on allait prendre le bouillon. Et enfin, ça y est, ils ont retrouvé le niveau sur ce match de l'an dernier. Tu vois le vrai LOSC, en tout cas tel qu'on a connu l'an dernier. Et tu te dis, mais ouais, mais ça vaut la peine de suivre cette équipe, de regarder cette équipe. Parce que quand elle joue comme ça, avec autant de solidarité, parce que avoir si peu d'écart entre les deux lignes, jouer autant en bloc, ce fameux 4-4-2 qu'on voyait tellement à l'écran sur les plans larges, mais c'est tellement bon de voir ça parce que ça passe que par la solidarité, ça passe que par un état d'esprit où tu compenses le copain, etc. Putain, le foot, c'est ça, c'est un sport collectif. Donc ça m'a fait rêver. Évidemment, je suis scandalisé. Chez les Dogs de Paris, cet après-midi, on s'est échangé une image d'exactement la même situation du ballon qui sort à l'Ajax. Je vous laisse deviner le résultat. Évidemment, le but de l'Ajax a été accepté dans exactement les mêmes conditions. Il n'y a aucun plan de caméra qui permet de savoir si le ballon est sorti entièrement. Il y a une personne qui le sait. Vous savez qui c'est? C'est le juge de touche qui est sur la ligne et qui n'a pas levé son drapeau parce que le ballon n'est pas sorti entièrement, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas couper les cheveux en quatre. S'il a été sorti, le mec, il lève son drapeau. On s'est fait putain de voler. Et j'ai un peu la haine aussi parce que les têtes de Fonté et de Bourac, elles ne sont pas si difficiles que ça. Et ils font vraiment des têtes de merde. Donc, je leur en veux parce qu'on a tellement dominé. On a été tellement solidaires, on a tellement bien joué. Putain, on méritait de le gagner, ce match, quoi. Donc, je ressors de là, je suis frustré parce qu'en plus, les Allemands n'ont eu que leur violence à nous opposer. Les cartons qu'on prend, c'est qu'on a râlé. C'est André qui met un pied haut, il ne fait pas exprès, il ne voit pas le gars arriver. Eux, c'est de la violence gratuite tout le match, quoi. Ils ont été d'une dureté, ces enfoirés. Et vraiment, ça m'a gonflé. Pour toutes ces raisons-là, on méritait de gagner. Et ça m'a fait de la peine que Fonté, là, sa tête, il la croise et qu'il la mette pas tout droit et qu'on en finisse, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, ça, voilà. Ça y est, je démarre. Ça m'a créé beaucoup d'émotions. Putain, on a vécu un vrai match. C'était bon, quoi. On a retrouvé notre équipe et c'était une super soirée. C'est vrai que pour Wolfsburg, ils ont quand même une équipe à l'image de leur entraîneur, quoi. Pour qui se souvient de Van Bommel sur un terrain.
Marco Van Bommel. Effectivement, comme dirait l'autre, c'était pas un artiste, c'était pas un poète. Hein. Tout à fait. C'est pas romantique, non, c'est pas romantique. Alors, la nouvelle version du bistrot permet d'accueillir en direct des nouveaux invités, des nouveaux piliers. On voit arriver Christophe C, donc qui nous a rejoint. Bonsoir Christophe. On était en train d'évoquer le sentiment que nous avions en direct pendant le match Lille-Wolfsburg. Quel est ton sentiment, toi qui as assisté au match en tribune nord, si je ne m'abuse? Ben moi, j'ai été rassuré. J'ai été rassuré par rapport au début de saison. C'est essentiellement ça. Alors, j'arrive, hein, c'est un petit peu brut comme ça. J'ai pas eu trop le temps de préparer, mais j'ai été rassuré par rapport au début de saison. J'étais très, très, très inquiet avant ce match et avant celui de samedi. J'ai eu vraiment du mal à dormir la veille. J'y ai pensé beaucoup. J'étais très, très inquiet déjà avant le match. Et le syndrome Ligue des Champions, la dernière campagne, c'était au bout de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, on prenait un but et on savait que derrière, il ne pouvait rien se passer. Là, on a été costaud. On a relevé vraiment un beau défi face à cette équipe physique, comme vient de le dire Julien. J'ai été rassuré et ça m'a mis un peu de baume au cœur pour le match de samedi, en envoyant en direct. Mais voilà, et rassuré sur le reste de la saison, forcément, parce que je me dis quand même, ce qu'on a vu avant, c'était pas nous, c'était pas notre équipe, c'était pas nos joueurs, c'était pas possible de les voir comme ça à Lorient, c'était pas possible. Alors, vous connaissez la question suivante, hein, dans les analyses de match. Je vais vous demander vos tops et vos flops. Quels sont le ou les joueurs que vous mettriez en avant dans l'équipe du LOSC et le joueur à Wolfsburg qui a retenu votre attention. Alors, on va commencer. Écoute, Christophe, c'est que tu gardes la main. Hein, vas-y. Quels sont les joueurs que tu voudrais mettre en avant? Alors, il y en a un qui a fait un match extraordinaire, à mon avis, c'est Benjamin André. Je pense qu'on va à peu près tous être d'accord là-dessus. Après, il y en a deux que j'ai trouvé un petit peu moins bien, mais peut-être qu'aussi ils ont eu un peu un rôle différent par rapport à d'habitude. C'est nos deux latéraux qui ont eu un apport offensif un peu moins important que d'habitude ou la saison dernière sur les gros matchs. Mais peut-être qu'aussi, il y avait la raison aussi, il fallait retrouver un peu de densité défensive. Ça vient peut-être un petit peu de là aussi. Après, il y en a un. Alors, on met tout le temps en avant son état d'esprit, mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça devienne nuisible aussi par rapport aux autres. C'est Bourak. Alors, Bourak s'est donné à fond comme d'habitude, il a tout donné comme d'habitude, mais il y a des moments, garçon, doucement, et notamment avec tes coéquipiers, parfois, voilà, il y a la volonté de bien faire tout le temps, de se donner, mais garde un peu d'énergie et pas toujours. Je pense que tu fais référence à l'action sur le côté gauche avec Angel Gomez, où ils sont tous les deux à la poursuite du ballon et où il le bouscule carrément pour lui passer devant, en fait. Mais il a été comme ça tout le match. Et il y a eu cette action-là. Après, les coups francs, voilà, il les prend tous, de toute façon. Voilà, il veut tellement bien faire en même temps, mais voilà, mais on ne peut pas lui reprocher non plus, hein, c'est compliqué. Christophe, ouais. il prend tous les coups francs. Souviens-toi du coup franc de Lyon. Enfin, s'il y a quand même un mec qui tire bien les coups francs, il est légitime à tirer les coups francs. Je suis d'accord avec toi, mais sur les coups francs. Mais le dernier, en angle fermé comme ça, bon, c'est sûr qu'on a envie d'allumer tout ce qu'il y a devant, puis voilà, il frappe très très fort. Voilà, peut-être que aussi élargir le champ de vision et regarder un petit peu autour de lui, notamment sur ce dernier coup franc. C'est celui-là que j'avais en tête essentiellement, où il est complètement en angle fermé, où il n'y a pas pénalty. Tu vois, peut-être qu'il peut aussi chercher peut-être autre chose. Bon, après, voilà, c'est une solution. C'est ce que j'ai ressenti sur le coup, en tout cas. Je te rejoins un peu, Christophe, parce que sur ce dernier coup franc, à la limite, il y avait plus intérêt à venir densifier effectivement à la réception et laisser un des centreurs, un des tireurs de corner tirer le coup franc pour justement mettre dans le tas et espérer une tête. Ça aurait été certainement plus productif. Julien, tu voulais prendre la parole, je te sens prêt à intervenir. Alors, ton top, tes flops et le joueur de Wolfsburg qui a retenu ton attention. Et on repassera la main à Christophe André parce qu'il va parler de Wolfsburg. Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que fort dans le but, c'était une vraie option. C'est l'option qu'il choisit. Alors, on peut pas être d'accord, mais c'était une vraie option. Fort dans le but, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il tente. Tu sais que là, s'il y a une jambe qui passe, il n'y a pas cette tête, ça rentre parce qu'il frappe tellement fort, ça rebondit et ça rentre. Je pense que c'est ce qu'il essaye de jouer. C'est une vraie option pour moi. Il l'a joué. Bon, voilà. Les tops, c'est l'équipe. Je refuse de sortir, comme parfois je le fais, de sortir un individu de ce collectif parce que je les ai trouvés tous bien. Et même si les latéraux n'ont pas eu l'apport offensif habituel, derrière, ça passait pas, quoi. Hein. Ils étaient extrêmement solidaires. Donc, l'homme du match, pour moi, c'est Gourvenec. Après avoir autant de doutes, voilà, si vous demandiez est-ce que ce mec est capable de motiver les gars et de leur donner
ce niveau d'envie, vous avez la réponse. Alors, ça ne dit pas ce qu'il fera le reste de la saison, mais là, en tout cas, on a vu que c'était possible. Donc, pour moi, c'est l'homme du match. Dans les flops, j'ai été très déçu par Liadji. Alors, je suis désolé, Baptiste, parce que notre petit Baptiste, il est amoureux de Liadji, il adore Liadji. Sur ce qu'a montré Liadji, c'est caca culotte sur sa rentrée hier. On sait qu'il vaut mieux que ça, on sait qu'il est beaucoup plus fort. En revanche, j'ai vu d'un mec d'une fébrilité, alors peut-être bouffé par l'enjeu, parce qu'il rentre et il doit marquer, ou il doit faire une passe d'ess, mais c'est ce qu'on lui demande. Il a une grosse pression, il est tout jeune, mais il se fait dessus, quoi. Il n'a pas l'apport qu'on peut espérer. Et en effet, Youssouf a pas fait grand-chose. Les Allemands, je sors personne, je retiens vraiment l'ensemble de leur œuvre dans la violence gratuite. Il faut leur expliquer, c'est du football, c'est pas Orange Mécanique. Alors, l'homme du match, Gourvenec, tu es du même avis qu'un sympathique supporter qui avait été interviewé hier soir à la sortie du stade sur France Bleu Nord, qui avait cité également Jocelyn Gourvenec. Justement, on cite les grands auteurs, on cite toujours les grands auteurs. C'est vrai. Et justement, donc hier soir, j'avais mis en avant Gourvenec parce que je refusais comme toi de citer un joueur. Et sachant que c'est une victoire collective, je pense qu'elle revient à l'entraîneur et c'est tout à fait naturel. Et on voit en plus que finalement, dans ce match, il y a aussi des choix de Gourvenec, alors peut-être parce qu'il était obligé de le faire, mais le choix Angel Gomez, c'est quelque chose qui se révèle très payant. C'est un joueur qui est très prometteur pour l'avenir et c'est très intéressant de le mettre en avant et de lui donner sa chance sur des matchs ou des morceaux de match très conséquents. Donc en tout cas, c'est une vraie recrue finalement pour le LOSC, même s'il a signé au LOSC il y a déjà plus d'1 an, il était prêté à Boavista et c'est une forte chance. Je vais quand même, moi, citer un joueur à Wolfsburg, en dehors des bouchers traditionnels, juste la prestation du gardien de but qui finalement a eu quelques arrêts à faire, il les a fait, et il n'est certainement pas étranger finalement au point qu'a ramassé l'équipe allemande à l'occasion de ce match. Georges, c'est ton tour maintenant de faire le tour des Lillois, des joueurs et des joueurs allemands pour nous sortir ta sélection. Alors, ouais, joueur allemand, je n'ai pas de nom qui me viennent en tête non plus. J'ai vu un bloc, mais qui était un peu dégueulasse. Enfin bon. À Lille, moi, je voudrais quand même faire émerger parce qu'il y a cette force collective, mais je vous dis, comme j'avais fait le lien tout à l'heure avec Lorient, un seul être vous manque, et pour moi, c'est vraiment Jonathan David, parce que j'étais vraiment impressionné, non même pas par le boulot offensif, mais parce qu'il a pu faire entre les lignes et la présence qu'il apporte qui est vraiment impressionnante, quoi. Pressing constant, c'est un mec qui est sans arrêt dans le mouvement. Enfin, pour faire le parallèle avec Iconé qui était plutôt en marche à Lorient. On a eu pour moi un vrai joueur, un vrai combattant, David. J'aime beaucoup. On en parlait beaucoup l'année dernière, vous savez, au moment où devant ça allait pas, et on était quelques-uns à expliquer quand même que s'il fallait voir l'apport qu'il avait, notamment dans le jeu sans ballon. Et là, c'est la première fois que je le voyais sur un terrain, et ça se confirme vraiment. Donc, David. Juste pour rebondir là-dessus, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure et ça me semble important, j'ai trouvé l'entrée de David à Lorient très bonne. Et j'ai trouvé qu'il y a eu un avant et un après, et qu'en effet, cette place qu'il prenait entre les lignes, cette capacité à bouger les mecs, et le fait que vraiment il se mette ventre à terre et qu'il lâche rien, ça a vraiment fait la différence. Et ça m'avait justement alerté sur le fait qu'il y a le LOSC avec David et il y a le LOSC sans David, et ce n'est pas exactement la même équipe. Je referai le lien d'ailleurs avec un autre absent qui en avait fait le même procès offensivement, qui est Bamba, qui venait souvent défendre. Et l'autre joueur que je voulais mettre, parce qu'on l'a un petit peu dézingué, mais je trouve que pour son retour, alors qu'il était hors de forme, moi défensivement, je l'ai trouvé très bon, c'est Selic. Et de nous voir Botman, une charnière, on a retrouvé la charnière. Et après le match de Fronté à Lorient, on a retrouvé une charnière magnifique aussi. Christophe D, c'est ton tour de nous faire part de ta sélection. Ouais, moi je vais juste dire un petit mot sur Iconé à Lorient. D'accord, il fait le match en marchant, mais il met 2-3 balles de but quand même. Et si Yilmaz ne démarque pas, c'est pas de sa faute. Donc ça, il y a quand même ça quand même. Et c'est important qu'il connaît, parce qu'on l'a vu hier, il a fait des trucs qu'il n'aurait jamais dû faire, ces déviations à la mort moelle, des trucs comme ça. Mais à côté de ça, il a la technique et la rapidité pour faire la différence. Donc,
il faut vraiment qu'il revienne qu'il soit plus. Enfin, je ne sais pas s'il peut avoir un peu plus de maturité, on le saura peut-être un jour, mais il faut vraiment qu'il arrive à choisir ces moments où il peut faire un geste technique un peu olé olé, et où il y a des moments où il doit prendre le ballon et accélérer. Moi, la grosse satisfaction hier, c'est Fonte et Botman qui font un superbe match. Vraiment superbe. David devant qui même marque un beau but en plus, hein, donc vraiment super. Donc les trois là, je les mettrai en avant. Et puis du côté Wolfsburg, je ne connais pas son nom, mais je trouve que l'arrière droit était bon. Numéro 19, je crois. Enfin, l'arrière droit de Wolfsburg, et je trouve qu'il était pas mal. Il était partout sur son aile. Je trouve que c'est un bon joueur. Bon, Baptiste n'est pas là, il nous aurait donné l'information. Nous n'avons pas révisé, nous n'avons pas sorti nos notes, c'est impardonnable. Alors, on a fait le point sur ce match. Alors, tout à l'heure, Julien posait une question. Est-ce que cette mobilisation des joueurs qui est tout à fait récente, est-ce qu'elle est liée justement, dans le pire des cas, au fait que les joueurs choisissent leurs matchs, ils choisissent les matchs les plus médiatisés, ou est-ce que vous considérez que c'est vraiment le réveil lillois qui augure finalement d'une saison qui démarrerait maintenant cette semaine? Comment vous analysez cette prestation lilloise et cet engagement? Alors, qui veut prendre la parole? C'est la question buzz. Voilà. Ben, j'ai envie de dire. Le mec qui cherche la petite bête. Voilà. Réponse au prochain épisode. Hein. Enfin, peut-être pas le prochain parce qu'il va être médiatique, mais ça, malheureusement, on va le savoir un peu plus tard, quoi. On fera le bilan après le match de Reims, alors, donc mercredi prochain. Parce que c'est vrai que le match de Lens, a priori, devrait être motivé. Enfin, je pense qu'il est à considérer comme un épisode médiatique ou en tout cas un match où ils ont toutes les raisons de se montrer. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet en particulier? Non, mais par rapport à ta question initiale, le truc, c'est ce que je disais au début, c'est de l'osmose dans l'équipe. S'ils ont retrouvé une envie de se battre ensemble et s'ils se donnent des objectifs dans l'équipe, on va y arriver. Si dans le vestiaire, ça ne se parle pas, mais je ne pense pas que ce soit le cas, enfin, j'espère que non. Je pense que c'était surtout ça cafouillé parce qu'il manque de repères. Et là, j'espère qu'on a retrouvé quelques repères pour avancer. Alors, dernière question pour clôturer cette partie sur la Ligue des Champions. Il y a un bruit de fond derrière. Je ne sais pas si quelqu'un a un micro ouvert ou quelque chose. Dernière question pour clôturer cette partie du match contre Lille contre Wolfsburg. Est-ce que c'est 2 points de perdus, 1 point de gagné dans un groupe où les 2 autres concurrents, donc Stuttgart et Salzbourg, se sont neutralisés, donc 1 partout? Quelles sont les chances pour vous de qualification du LOSC dans cette poule qui semble très très serrée? Qui veut commencer? Christophe? Moi, je veux bien. Julien. Je vais bien parce que je vais bientôt vous quitter puisque je ne suis pas le club qu'on appelle le Racing Club de Lens. J'ai rien à dire. Je ne connais pas ce club, donc je vous laisserai en débattre parce que je ne connais absolument pas ce petit club régional, donc je vous laisserai à ce moment-là. C'est un peu nul comme intervention, je suis désolé. Non, je me rappelle. On est à 3 jours du derby, tu as le droit. J'ai le droit? Je peux? Je peux? Je me souviens même plus de ta question, François. Quelles sont les chances du LOSC selon toi dans cette poule qui est finalement très serrée avec 4 équipes qui sont neutralisées? Est-ce que Lille a perdu 2 points et une occasion d'être premier provisoirement de la poule, ou est-ce que finalement c'est un bon résultat et qu'on a toutes nos chances par rapport aux autres rencontres? C'est le pool très serré. J'ai imaginé des trucs et j'ai perdu le fil à cause de pool très serré. Bon. Bien sûr, c'est 2 points de perdus. Enfin, les 2 têtes, le but refusé, c'est 2 points de perdus. Surtout quand les 2 en face, et je ne m'y attendais pas forcément, font nul, tu vois. Hier soir, on devait finir premier de la poule, très bien engagé, être encore une fois dans des dispositions mentales encore supérieures à la fin de ce match. Parce que tu es en train de dominer cette poule-là et ça donne de l'énergie à tout le monde. Moi, j'ai une frustration énorme sur le résultat final. Pas sur le contenu, mais sur le résultat final. Mais ça me pèse. Donc oui, c'est 2 points de perdus, c'est évident. Est-ce que ça met sur une bonne dynamique? Oui. Après, je suis complètement en phase sur ce que tu viens de dire. Lille-Lens, s'ils ont besoin de motivation pour un Lens-Lille, pardon, pas un Lille-Lens, un Lens-Lille, c'est à s'arracher les cheveux, pour ceux qui en ont encore, hein, les gars. Donc ouais, moi, j'envisage pas autre chose que la victoire, puisque je vais vous laisser. Et c'est après. C'est sur des matchs un peu plus anecdotiques, sur des Reims, sur des choses comme ça, qu'on verra vraiment s'ils choisissent leur match.
ou s'ils ont retrouvé leur allant et leur solidarité et s'ils ont envie de jouer les uns pour les autres. Parce qu'encore une fois, quand ils le font comme hier, putain, comme c'est bon, quoi. Merci de ton intervention, Julien. On va te laisser Ciao, les gars. terminer ton dessert. On aura peut-être une Julien. surprise d'ici la fin de l'émission avec un pilier de bistrot surprise qui va nous rejoindre. Mais ça, vous le verrez s'il arrive à se connecter. À bientôt. À bientôt. Salut. Christophe D, donc qu'est-ce que tu penses justement de la situation dans cette poule de Ligue des Champions? Quelles sont les chances du LOSC pour toi sur les prochaines rencontres? Alors, moi, voilà, alors déjà, si on a perdu 2 points, oui. Et pour moi, c'est encore trop tôt. Enfin, ça dépend. Je pense que si on perd à Séville, on aura du mal. Parce que après, je pense qu'il ne faut pas. Ouais, c'est compliqué. Non, franchement, je dirais que les favoris, ça reste pour moi Séville et Salzbourg qui se sont neutralisés. Après, nous, on est outsider avec Wolfsburg et non, je ne sais pas plus que ça. Franchement, je ne suis pas encore à me dire on va se qualifier, quoi. J'ai perdu le fil. Georges, quel est Ouais. ton avis sur cette compétition? Outre le fait que hier, clairement, sur la physionomie du match, en effet, on perd 2 points. Par contre, en amont, il n'y avait qu'à écouter les pronos chez tous les grands spécialistes des médias pour savoir qu'on allait se faire toller, que Wolfsburg, c'était quand même le leader de la Bundesliga. Ce que je veux dire hier quand même, c'est qu'on a surclassé une équipe qui n'est pas forcément une équipe de jambon. D'abord, ils ont réussi dans un championnat aussi compliqué à choper le wagon de la Ligue des Champions. Donc, clairement, ouais, on perd 2 points sur la physionomie du match, mais peut-être qu'on a gagné beaucoup plus dans l'esprit et dans la perspective de faire un truc. Alors, c'est une poule très compacte. Je pense que ça va donner des matchs très serrés, à l'image de cette première journée, des résultats très serrés. Et souvent, par le passé, l'Europe, on l'a payé cher dans les détails. Donc, il serait bon ce coup-ci de faire un petit peu que ça penche en notre faveur. Alors évidemment, le contre-exemple d'hier, c'est ce but qui n'est pas marqué, c'est ces occasions manquées. Je pense qu'il faudra être beaucoup plus en réussite dans les matchs à venir si on veut passer, mais c'est jouable. Christophe, qu'est-ce qui reste à dire là-dessus? Quel est ton avis? Comment tu vois? Est-ce que finalement Wolfsburg est l'équipe la plus faible, comme le sous-entend Georges? Est-ce que finalement le groupe est homogène? Est-ce que le prochain match, alors c'est pas forcément Séville, le prochain match n'est pas à Salzbourg, si je dis pas de bêtises. Ici. Ouais, Euh, c'est vrai. Ouais. Est-ce que le prochain match va être, comment dire, très important par rapport à la gestion finalement du reste de la compétition? Qu'est-ce que tu penses de la situation suite à ce match nul? Il y a également, comme tout le monde, 2 points de perdus. Et effectivement, le prochain match va être extrêmement important. Sincèrement, je nous voyais vraiment décrocher dans cette compétition. Le match d'hier m'a bien rassuré. Après, il faut forcément attendre le prochain. Mais si vous regardez les résultats dans les autres groupes également, c'est une compétition qui, cette année, à part 2-3 résultats comme l'équipe allemande numéro 1, puis l'équipe italienne numéro 1, c'est des résultats qui sont tous très très serrés. Si on regarde bien, quelle que soit les poules hier, c'était très serré. On verra ce soir. Mais alors effectivement, j'ai un peu plus d'espoir que hier. Hier, quand mes enfants me demandaient si on avait une chance, je leur disais mais jamais, impossible. J'avais vraiment peur de prendre une tôle hier, mais c'était 3-4-0 dans mes pronostics le matin. Mais vraiment, j'étais très très inquiet. Alors voilà, être devenu positif du jour au lendemain non plus, je restais rien. Mais j'ai un peu plus, en tout cas, un peu plus confiance en notre équipe. Mais voilà, et surtout, ne pas faire comme les années précédentes. Dans tous nos matchs contre Chelsea, contre l'Ajax, c'était à chaque fois 10 minutes de jeu, on était mené d'1-0 et le match était plié. Donc voilà, garder cette assurance défensive et forcément mieux jouer les coups. On n'en aura pas 50 non plus contre Séville et Salzbourg. Donc si on en a une, si on en a deux, voilà, les mettre, quoi, les mettre. Et qu'on puisse enfin profiter de célébrer un but en Ligue des Champions dans notre stade. Et pas 5 minutes et voilà, nous l'enlever, quoi.
Moi, je voulais juste faire une remarque statistique qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais par rapport au bilan de Gourvenec, Gourvenec, en un match, il a réussi à égaler le palmarès de Galtier avec un trophée majeur. Et finalement, en un match de Ligue des Champions, il a réussi à égaler le nombre de points obtenus par Galtier en Ligue des Champions. Je trouve que le bilan est très satisfaisant pour un entraîneur qui est fort vilipendé sur les réseaux sociaux. C'était mon petit clin d'œil. Je voulais aussi saluer les quelques internautes qui nous suivent, malgré le fait qu'on n'a pas fait beaucoup de promotion pour ce premier numéro, et quelques commentaires. Donc Jean-Michel qui nous dit bonjour. Julien qui est parti, mais qui nous parle encore par le biais, qui nous dit qu'on ne t'entend pas beaucoup, Christophe. Christophe C. Le son n'est pas très élevé. Donc je ne sais pas si tu sais régler un peu le son du micro. Et Christophe D, donc tu as un fan, hein, qui est Anthony Carlier, qui nous dit que tu es le meilleur et qui te propose comme président. Alors président, ça veut dire peut-être que tu remplacerais Iconé, parce que Iconé, il est en marche, donc le président aussi, donc c'est peut-être une vocation pour toi, Christophe D. Sur ces commentaires, Merci Cabaye. Voilà. Je vois que le commentateur est connu. Donc, je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de cette émission un peu spéciale, cette émission de rentrée, le derby. Donc, le derby contre Lens. D'ailleurs, on parle de derby, ça a attiré Baptiste. Baptiste qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Je le vois arriver au fin fond de l'émission. On va bientôt voir son image. La voici. Bonsoir Baptiste, comment vas-tu? Là, je suis là. Bonsoir à tous. Alors, Baptiste, c'est quand même très dynamique cette nouvelle version. Je voudrais quand même vous faire remarquer, hein, on a des gens qui viennent, qui sortent, qui rentrent. C'est un bistrot complètement ouvert. C'est open bar en fait. On va changer le nom. Ce ne sera plus le bistrot d'Alleux-les-Losc, ça va être l'open bar d'Alleux-les-Losc. Donc, en tout cas, bienvenue Baptiste. On va pouvoir échanger avec toi sur cette dernière partie, donc le derby contre Lens, samedi 17h, Stade Bollaert, le derby. Alors, comment vous voyez ce match? Alors, je vous propose finalement une première question. Qui est favori de cette rencontre Lens-Lille? Qui veut commencer? Baptiste, tu es là. Qui est favori de ce derby? Alors, franchement, pour moi, je pense que ça va être le derby le plus mitigé au monde. Alors, avant le match contre Wolfsburg, j'aurais clairement dit que c'était Lens qui avait toutes ses chances. Maintenant, après le match de Wolfsburg et la prestation qu'on a performé d'ailleurs, franchement, je pense que ça se joue à égalité. Avantage quand même pour le LOSC. Mais pour moi, je pense que c'est quand même une égalité par rapport au début de saison qu'ont fait les deux équipes. Christophe C., es-tu du même avis? Quel est pour toi le favori du derby? Je rappelle que le favori du derby, ce n'est pas celui qui est forcément le vainqueur. Le favori aujourd'hui, avec les éléments concrets de la situation en championnat. Qui vois-tu comme favori de ce derby, Christophe? Le classement en championnat, ce serait notre adversaire de samedi. Mais c'est juste impossible de dire des choses comme ça. On ne peut pas être autre chose que le favori de ce match. Voilà, c'est quasiment une compétition entre ces deux clubs. On ne peut pas être autre chose que le favori. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est impossible. C'est un match de foot contre une autre, contre la ville qui est juste à côté. Là, non, on est favori de ce match et on sera également au retour. Je suis désolé, mais on est une équipe de foot. On fait un football léger, engagé. On produit du jeu. Voilà, la différence, elle est juste là, c'est tout. Christophe D., en tant que futur président, quel est ton avis sur cette question? Évidemment que Lens est favori. Moi, j'ai des amis lensois, ils n'arrêtent pas de me dire que leur équipe elle est super forte et qu'ils sont inatteignables. Donc, je pense qu'ils sont ultra favoris. Et si on arrive à les battre, même les accrocher, ça sera déjà un espoir. Je dirais vraiment très, très forte équipe. Hein. Ils ont des joueurs de partout. Ils ont un arrière-droit qui devrait être en équipe de France depuis 53 ans maintenant. Et donc là, je pense qu'ils ont vraiment une équipe super forte et ça va être chaud. Dans le bal des favoris, Georges, qui vois-tu comme meneur de danse, Alors, je fais un petit état des lieux, un petit historique. Hein. En 20 ans, on a été 8 fois sur le podium, eux que 4 fois, dont 3 fois en Ligue 2. Ensuite, je pense que la dernière fois qu'ils nous ont battus, Jacques Chirac était président. Il me semble aussi qu'Emmanuel Macron tu vas perdre Baptiste. Tu vas perdre Baptiste. Hein. Voilà. Jacques Chirac était président. Donc, la dernière fois qu'ils nous ont battus, je crois que c'était retransmis par le RTF. Et voilà, donc,
Ouais, ils sont favoris, comme à chaque fois, il y a cette bouffée d'optimisme dans leur public avant chaque derby. On l'a vu 2 fois l'année dernière, hein. Ils étaient favoris du derby en octobre dernier, ils étaient favoris. Puis à chaque fois, ça s'est mal passé, quoi. De la faute à Turpin, de la faute à pas de chance, de la faute à. Donc ils sont favoris, ouais, je rejoins. Pendant un moment, j'écoutais Christophe, par contre, j'ai l'impression d'être dans le film, le village, vous savez, la ville dont on ne donne pas le nom. Oui, l'autre Christophe, pas moi. L'autre Christophe, ouais, toi, tu l'as lâché, le gros mot. Alors, le nom de cet attaquant anglais m'échappe et vous allez me corriger tout de suite. Moi, ce derby me fait penser à cette fameuse citation qui dit qu'un Lineker. derby Lens-Lille, c'est un match où au départ, pour les Lensois, c'est toujours Lens qui favorise et à la fin, c'est toujours Lille qui gagne. Peut-être Je... Lineker, non? Lineker, c'est ça, Gary Voilà. Lineker, tout à fait, Lineker, ouais. c'est bien ça. Alors, pour être un peu plus précis, quelles sont les forces et faiblesses des uns et des autres, quels sont les atouts finalement des deux équipes pour remporter ce derby. Georges, tu gardes la main? Mhm. Alors, moi, j'ai pas vu beaucoup jouer, j'ai pas vu jouer Lens depuis le début de la saison. Dire de ce qu'on m'a dit, il paraît que ça joue vraiment pas mal, qu'ils ont été très dominateurs sur leurs différents matchs, même si contre Bordeaux, il paraît que c'était beaucoup plus poussif. Bah, j'ai l'impression que ça reste quand même les mêmes forces que l'année dernière, c'est-à-dire il y avait Klose qui est vraiment pas mal. De l'autre côté, je crois qu'ils ont un autre latéral, ils ont remplacé Michelin, ce qui n'était pas un luxe, quoi. Mais il paraît qu'ils ont ils ont un latéral qui est pas mauvais. Puis Fofana, et après ça, bon, il y a des joueurs un peu laborieux, mais combatifs. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. Et puis sinon, bah, il y a quand même des joueurs extrêmement limités, quoi, à l'image de leur gardien de but, le petit Lécart, quoi. Alors, Baptiste, je ne sais pas si tu as eu le temps aujourd'hui de faire des statistiques, hein, comme tu Même arrives un pas. peu à l'improviste. J'en ai quelques-unes pour toi, hein. Je vous rappelle que Lens est cinquième du championnat avec 9 points sur 15, tandis que Lille est 12e avec 5 points sur 15. Donc, il y a 4 points d'écart. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe au derby, Lens restera devant, momentanément, bien sûr. Alors, Lens, c'est 10 buts pour et 7 buts contre, donc une différence de 3, 2 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Ils sont invaincus pour l'instant. Et Lille, 7 buts pour et 11 buts contre, hein. Donc il y a une différence de moins 4 qui est quand même très importante, et qu'une victoire de nul et 2 défaites. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qui peut empêcher Lens de gagner ce derby? Christophe C. Cette confiance peut-être. L'excès de confiance et qu'il y a un petit peu moins d'arrêt de jeu. Donc là, ça peut les empêcher de marquer à la 96e, par exemple. Enfin voilà. Après, le reste, oui, je pense que c'est surtout ça, l'excès de confiance. Et puis des erreurs d'arbitrage, forcément, ça peut les priver d'une victoire, peut-être. Par ça, non, je suis vraiment de mauvaise foi, en fait. Personnellement, un peu comme Georges, je ne les ai pas vus jouer du tout encore cette année. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ça. Donc, ce sera mon premier match lensois cette année et j'en verrai que 2, je pense. Donc, mais oui, mais sincèrement, je pense que c'est vraiment l'excès de confiance. Je pense qu'ils peuvent avoir un petit boulard bien sympa qui va nous faire gagner ce match. J'espère en tout cas. Baptiste, tu en penses quoi? Bah, je suis du même avis que Christophe, hein. Je pense qu'aujourd'hui, même si on reste favori, après, Lens, la force, entre guillemets, c'est le groupe. Puisque Lille essaie aussi de reformer, de réintégrer. Et ça, c'était la force de Lens cette année, parce que ouais, ils n'ont pas énormément changé, hein. Je pense que la force, surtout de Lens, ça sera, en effet, qu'il n'y ait pas Clément Michelin. Ça va être une grosse force, je pense. Ils vont peut-être finir à 11. Peut-être finir à 11, qui sait, mais à part ça, ouais, j'ai pas vu Lens jouer, donc je sais pas du tout. Après, je me doute que ça va être encore leur système à 5 derrière avec Jonathan Klaus en piston, etc. Donc, ça sera sympa de voir ce match avec une victoire façon du LOSC, en tous les cas. Alors, Christophe D, Christophe C évoquait le boulard ou le fait de se voir déjà arriver. Moi, je dirais plutôt, est-ce que Lens saura gérer la pression d'un derby où il est favori, la pression du public, la pression, parce qu'on voit cet après-midi, il y avait un entraînement, il y avait déjà toute une tribune qui était présente en train de chahuter. Il y aura une grosse passion populaire pour qu'il puisse remporter ce derby après
55 ans de défaites consécutives. J'exagère peut-être un peu. Comment tu vois, De toi? 40 ans. Est-ce que ça peut être la clé du match? Bah, la pression, ils vont l'avoir. En plus, ils vont avoir le public avec eux. Donc là, ils auront tout réuni pour normalement gagner. Voilà, ils ont leur public, qui est le meilleur public du monde selon un Lensois De, sur un. de Euh, l'univers. De l'univers. De de l'univers. l'univers, voilà, sur un sondage qui a été fait dans l'hypercentre de Lens. Et apparemment, ils étaient tous d'accord. Donc, plus exactement, chez Martine. Voilà, c'était un bon sondage. Non, mais voilà, je pense que la pression, on va l'avoir par leur public aussi. Leur public, il est derrière. Ils n'envisagent même pas la défaite. Peut-être qu'on aura un envahissement de terrain. Ça pourrait être beau, ça aussi. Non, mais après Nice-Marseille, on pourrait faire ça dans le Nord aussi, quoi. Non, j'espère que non. J'espère qu'on n'est pas aussi con. Donc, non, mais voilà. Donc, je pense que oui, la pression, ils vont l'avoir. Mais attention, hein, c'est quand même une équipe qui joue bien au football. On a parlé l'année passée. Moi, j'ai pas vu jouer cette année non plus, j'avoue. J'ai vu que des buts passer comme ça, voilà. Mais Voilà. Francaise, La prochaine émission, on essaiera de trouver quelqu'un qui a vu un match de Lens. Parce qu'on n'est pas remarquez, on aura vu un match de Lens à la prochaine émission. voilà, c'est ça, c'est ça. Après, s'il joue pas au rugby, c'est pas de ma faute. Non, mais du coup, Francaise, quand même, il fait quand même un super boulot quand même à Lens. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Alors, c'est un jeu qui joue beaucoup sur la transition, sur la vitesse. Si on arrive, comme l'année passée, à les bouffer au milieu et les empêcher de jouer, on aura le même résultat, mais la clé, elle est là, quoi. Bon, en gros, le LOSC de Wolfsburg a toutes ses chances, celui de Lorient un peu moins. C'est ça. Par contre, je voulais dire à Christophe qu'il y a assez peu de risques que ça tourne comme un Nice-Marseille, simplement dans la tribune d'Ansoise, une bouteille d'eau, j'ai jamais vu. On ne sait jamais. C'est pas faux. Alors, pour rappel, il y aura 1200 supporters lillois au stade Bollaert. Hein, donc, je crois savoir que certains d'entre nous seront présents samedi après-midi. Donc, on sera tout à fait à même de ramasser les bouteilles d'eau qui se perdraient au cas où il y en aurait une qui serait présente dans les tribunes. Hein. C'est pas pour ça qu'on invite les supporters lensois à nous les lancer et gardez-les, c'est très bon l'eau, vous verrez. Ouais. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose la traditionnelle série des pronostics. Alors, il va falloir vous lâcher un pronostic. Quel est le score du match, le score du derby que vous voyez samedi soir? Qui veut commencer? Alors, qui lève la main? Ah, Christophe, tu as levé le doigt. Christophe C, tu as levé le doigt en premier. Ok, Donc, j'ai vu. 1-0 pour Lille, but de Bourak sur penalty. 1-0 pour Lille, but de Bourak sur penalty. Christophe D, quel est ton pronostic? Alors, moi, j'allais dire 1-0 pour Lille parce que je voudrais qu'on ne prenne pas de but. Encore une fois, c'est important. Et voilà, n'importe qui marque, même Jonathan Klaus, quand on va, je prends. Georges, est-ce que tu as un pronostic à nous communiquer? On va poursuivre le compte à rebours. C'était 4 l'avant-dernière fois, 3-0 la dernière, 2-0. 2-0 et la doublette d'attaquants, Bourak David. Alors, c'est également le pronostic de Julien qui continue à nous suivre sur l'émission et sur le groupe Facebook LAE LOSC. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous faire part de vos pronostics sur le groupe Facebook. Baptiste, quel est ton pronostic pour ce premier derby de la saison? Alors, pour moi, il y aura 3-1 en faveur du LOSC. Ah, tu vas nous citer les buteurs. Mais ouais, on va du côté de Lens, je sais pas. Mais du côté de Lille, il y aura André Gomez pour son premier but, ça va être beau. Il y aura Bourak et il y aura José Fonte. Allez, le capitaine, comme un signe. Là, je crois que c'est une des premières émissions depuis le début du Bistrot des LOSC où Baptiste nous fait un pronostic où, en citant les buteurs, il ne cite pas Bradaric. C'est quand même un événement. C'est quand même un événement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la situation. Ah, Anne-Sophie Roquette va nous faire un message. Elle veut mon pronostic. Donc, je vais vous le donner. Mais je vais encore, bien sûr, vous savez que je ne fais jamais de pronostic. Donc, je vais me défiler. Moi, je vois un très beau match.
un très beau derby, très prenant, et une victoire lilloise dans les tribunes. Voilà, ça va faire, d'abord parce que ça va faire rager nos camarades lensois, et ensuite parce que ça sous-entendrait que On les le embrasse. résultat serait en notre faveur. Voilà, il est 21h46, nous avons terminé ce premier direct, on va se dépêcher d'aller regarder le replay pour voir comment notre nouvelle configuration finalement passe à l'écran. On est ravis d'avoir eu tant de public finalement pour cette première émission qui était destinée à rester très discrète. On vous remercie pour vos commentaires. Alors, je voulais remercier donc les piliers du bistrot qui sont venus aujourd'hui. Alors, je vais commencer par ceux qui nous ont quittés. C'est comme au César. C'est comme au César. Alors, merci à Julien qui était présent et qui nous a suivis donc jusqu'au bout sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci à Christophe D et à Georges qui ont tenu du début jusqu'à la fin, et Dieu sait si c'est une épreuve. Merci à Christophe C qui nous a rejoint, et merci à Baptiste qui nous a rejoint pour la toute fin d'émission. Il n'y aura pas d'émission de Bistrot des LOSC pour des raisons très techniques la semaine prochaine. On ne débriefera pas le derby tout de suite, mais il y aura une émission avec normalement un invité dans 15 jours. Donc, vous connaissez le chemin. C'est le groupe Facebook des LOSC et c'est la chaîne YouTube. On reste en contact à travers les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis surtout un très bon week-end. Et puis bien sûr, allez le LOSC. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, Bye. Salut, Au revoir salut. à tous. Salut, salut.